Les chercheurs cherchaient à comprendre comment la conscience pouvait quitter le corps, se projeter ailleurs et interagir avec des dimensions invisibles. En 1973, dans une aile discrète du quartier général de la CIA à Langley, un petit groupe de scientifiques et d'agents du renseignement se réunit autour d'un projet étrange. Le dossier portait le nom anodin de « Recherche sur la capacité paranormale à briser des sceaux ». L'objectif officiel était d'évaluer si certaines personnes pouvaient accéder à des informations enfermées dans des enveloppes ou des conteneurs scellés sans les ouvrir, uniquement par l'esprit. Les expérimentations se déroulaient dans une pièce close, où régnait une odeur de cire et de papier. Les agents plaçaient des messages secrets dans des enveloppes, les fermaient à la cire, puis les rangeaient dans une boîte métallique numérotée. L'un des sujets, un homme venu de Californie, affirmait qu'il pouvait sentir le contenu sans le toucher. Il entrait dans un état de concentration profond, parfois pendant des heures, tandis que les observateurs prenaient des notes minutieuses derrière une vitre sans teint. Lors des premières séances, il décrivit des symboles et des mots que les chercheurs jugèrent troublants. Sur une série de 10 essais, 3 furent considérés comme des réussites statistiques. L'un des rapports déclassifiés indique que le sujet a décrit avec exactitude la nature du contenu scellé, y compris la forme et le nombre de caractères visibles. Malgré cela, les conclusions demeuraient ambiguës. Au fil des semaines, les résultats devinrent moins convaincants. L'homme semblait perdre sa concentration, et certains agents soupçonnaient une forme de fraude inconsciente. Le projet fut finalement abandonné en silence. Les archives montrent que les chercheurs ne purent jamais expliquer complètement certaines coïncidences, mais le dossier fut classé non concluant. Lorsque les documents furent déclassifiés des décennies plus tard, beaucoup furent frappés par la rigueur avec laquelle la CIA avait pris au sérieux une idée aussi improbable. On y voit des diagrammes, des notes manuscrites, des observations psychologiques et même des recommandations pour poursuivre les tests dans un environnement plus neutre énergétiquement. Aujourd'hui encore, personne ne sait si cet homme avait un véritable don ou simplement un talent exceptionnel pour lire les réactions de ceux qui l'observaient. Le mystère reste entier, enfermé dans le silence feutré de la chambre close de Langley. Depuis les premières missions Apollo, la NASA a toujours soigneusement consigné chaque observation, chaque image, chaque signal. Pourtant, au fil du temps, certains rapports internes commencèrent à évoquer des phénomènes que les mots officiels peinaient à décrire. Ces documents, aujourd'hui déclassifiés partiellement, sont regroupés sous ce que les chercheurs appellent The Lunar Anomaly Field. Tout commença en 1968, lors de la mission Apollo 8. Alors que le vaisseau effectuait sa première orbite autour de la Lune, les astronautes signalèrent avoir vu une lueur persistante sur l'horizon, semblable à une ligne de lumière flottant dans le vide. Les techniciens au sol attribuèrent le phénomène à une réflexion solaire, mais le rapport de vol décrit une luminosité se maintenant même lorsque le Soleil n'était plus visible. Ce fut la première anomalie lumineuse lunaire officiellement enregistrée. Au cours des missions suivantes, d'autres observations similaires furent rapportées. Des pilotes d'Apollo 11 et 14 parlèrent de flashs transitoires, de points brillants se déplaçant lentement au-dessus des cratères Aristarchus et Plateau. Les astronomes amateurs avaient déjà noté ces éclats mystérieux depuis la Terre, mais leur présence sur les registres de mission donna au phénomène une dimension nouvelle. Dans les années 1970, la NASA chargea un groupe de chercheurs de compiler tous ces témoignages. Le rapport interne, aujourd'hui partiellement accessible, répertorie plus de 500 cas d'anomalies lunaires remontant jusqu'au Moyen Âge. On y trouve des descriptions d'éruptions lumineuses, de halos colorés et même d'ombres mouvantes observées au télescope. Les rédacteurs concluent prudemment, certains phénomènes pourraient être liés à des dégazages locaux ou à des impacts micrométéoritiques, mais une partie reste inexpliquée. Certaines pages contiennent aussi des mentions étranges. Lors de la mission Apollo 17, les enregistrements audio captent un court échange entre deux astronautes parlant des objets lumineux alignés près du cratère Littrow. L'un d'eux dit calmement, « Ils bougent ensemble, comme si c'était organisé ». Cet extrait ne fut jamais diffusé dans les transmissions publiques de la mission, mais apparaît dans les transcriptions techniques.
Les photographies prises par les orbiteurs lunaires orbités et Clémentine alimentèrent également le mystère. Des structures angulaires, des reflets géométriques et des ombres inhabituelles furent catalogués par des analystes. La plupart furent attribués à des effets de lumière ou à des artefacts photographiques, mais certains clichés restèrent en discussion pendant des années. Quand les dossiers furent rendus accessibles, les chercheurs constatèrent que la NASA n'avait jamais ignoré ces phénomènes. Au contraire, elle les avait documentés avec soin, tout en évitant les interprétations hâtives. Les « silences de la Lune » dont parlent les anciens ingénieurs ne désignent pas seulement l'absence de son, mais aussi cette réserve prudente face à l'inexplicable. Aujourd'hui, ces rapports rappellent que même dans un monde dominé par la science et la technique, l'exploration continue de rencontrer des frontières invisibles. Sur la surface tranquille de la Lune, il semble qu'il reste encore des lumières que personne ne peut entièrement expliquer. Ted Kaczynski, mieux connu sous le nom de Luna Bomber, est l'un des personnages les plus controversés et tragiques de l'histoire moderne des États-Unis. Derrière l'idéologie radicale qu'il a développée, il y a une histoire profondément perturbante d'expérimentation psychologique qui remonte à sa jeunesse, à Harvard, où il était soumis à des tests dégradants orchestrés par le docteur Henry Murray, un psychologue qui a joué un rôle clé dans des projets sinistres comme MKUltra. Ce qui est d'autant plus perturbant, c'est que Kaczynski n'était qu'un adolescent à l'époque, un étudiant de 2e année, impliqué dans des expériences dont les conséquences allaient façonner sa vision du monde et, tragiquement, sa vie. Murray, un expert en guerre psychologique, avait conçu un test de profilage de la personnalité dans le but de manipuler et de contrôler l'esprit des individus afin de déterminer lesquels étaient prêts à être envoyés en mission sous couverture. À travers ce projet, qui faisait partie de l'expérience plus large du programme MKUltra, il espérait déstabiliser et dominer psychologiquement les sujets qu'il testait. Kaczynski a été choisi pour cette expérience, et il ne s'agissait pas simplement d'une analyse psychologique de routine, mais d'un test cruel et brutal. Au lieu d'avoir un débat amical sur ses croyances personnelles, il a été soumis à un interrogatoire impitoyable, où chaque ligne de son essai a été disséquée, ridiculisée et démolie. L'objectif était de voir jusqu'où il pouvait être poussé, jusqu'à quel point ses convictions pouvaient être détruites avant qu'il ne cède. Ce qui rend cette expérience encore plus tragique, c'est que le jeune Kaczynski ne s'est pas effondré immédiatement. Il n'a pas réagi de manière visible, ce qui a conduit Murray à le considérer comme un conformiste prévisible, un sujet idéal. Cependant, ce qui s'est passé ensuite n'a pas été une simple rupture temporaire. Kaczynski a été profondément marqué par cet événement. Ce n'était pas simplement une remise en question intellectuelle de ses croyances, mais une déconstruction complète de son identité. Il a dû reconstruire sa vie après cette épreuve, mais ce qu'il en a tiré n'a pas été une simple adaptation. Il a été brisé, et ce brisement est devenu le fondement de l'homme qu'il allait devenir. Kaczynski a finalement quitté la civilisation et s'est retiré dans la nature, où il a vécu dans une solitude absolue pendant des décennies. Mais même dans l'isolement total, il n'a cessé de réfléchir à l'expérience qu'il avait subie. Il a continuellement retravaillé son essai, ce texte qu'on lui avait forcé à rédiger, qui devait être un simple débat académique sur ses convictions. Il est devenu de plus en plus convaincu que son essai représentait la vérité ultime sur la société industrielle et technologique, et que si le monde ne l'écoutait pas, l'humanité serait irrémédiablement perdue. Avec le temps, ce texte est devenu ce que beaucoup connaissent aujourd'hui sous le nom de Manifeste de Luna Bomber. Un texte dans lequel Kaczynski critique violemment la société moderne, la technologie et l'impact dévastateur que cette dernière a sur l'individu et la nature. C'était son cri de désespoir, sa tentative de sauver la société qu'il considérait comme corrompue. Il ne s'agissait pas seulement de justification pour ses actes de violence, mais d'une analyse en profondeur de ce qu'il percevait comme les dangers d'une société technologique trop avancée. Ce qui est tragique, c'est que l'homme qui a écrit ce manifeste n'était pas simplement un terroriste, mais un individu profondément marqué par un traumatisme psychologique infligé à un âge tendre. L'expérience à Harvard n'a pas seulement altéré son point de vue, elle a façonné son existence entière. Et, dans une ironie cruelle, ce texte qu'il croyait nécessaire pour sauver le monde est devenu le véhicule pour son propre désespoir, sa rage et son isolement.
Le cas de Ted Kaczynski soulève de nombreuses questions sur l'éthique de la recherche scientifique, en particulier lorsqu'il s'agit de manipuler des individus sans leur consentement. Les expériences sur des étudiants, qui étaient eux-mêmes des adolescents à l'époque, ne peuvent pas être justifiées par des objectifs politiques ou militaires, et pourtant elles ont été menées sans égard pour les conséquences humaines. Ce qui aurait dû être un simple exercice académique est devenu le point de départ d'une spirale de violence, de souffrance et de destruction. Kaczynski a fini par exposer au monde ses idées à travers le biais de son terrorisme, mais cela soulève un débat plus large sur l'importance de la santé mentale, de la compassion et de la responsabilité dans la recherche et l'expérimentation. Derrière l'Unabomber se cache un homme profondément marqué par la société, un homme qui a tenté d'exprimer une vérité qu'il pensait cruciale, mais dont les souffrances ont été ignorées bien trop longtemps. Et aujourd'hui, à travers son manifeste, il reste un exemple frappant de ce qu'il se passe lorsque les systèmes et les institutions de pouvoir échouent à protéger les individus des dommages irréparables. Opération Northwood, un projet de la CIA datant de 1962, visait à organiser des attaques sous faux drapeau contre des cibles américaines, des civils ou des infrastructures, dans le but de créer un prétexte pour justifier une intervention militaire contre Cuba. Ce plan, proposé par des responsables militaires et soutenu par plusieurs hauts gradés du gouvernement, impliquait des actes de violence que les États-Unis auraient ensuite attribués à Cuba, alimentant ainsi une justification pour renverser le régime de Fidel Castro. Heureusement, le président John F. Kennedy a rejeté cette proposition de manière catégorique, avec une fermeté qui semble presque inconcevable dans un contexte moderne. Il aurait même démoralisé sur le champ l'officier de la CIA qui avait suggéré cette idée, marquant un refus total face à une telle manipulation de l'opinion publique. Ce qui est particulièrement choquant dans cette histoire, c'est la manière dont cette idée a traversé toute une hiérarchie avant de se retrouver sur le bureau du président. Cela implique qu'un grand nombre de responsables, certains à des postes très élevés, ont approuvé cette stratégie avant qu'elle n'arrive au sommet. Cette chaîne de commandement qui a permis à une idée aussi scandaleuse de se concrétiser est d'autant plus dérangeante qu'elle montre jusqu'à quel point des individus au pouvoir étaient prêts à aller pour atteindre leurs objectifs géopolitiques, au mépris de l'éthique et du bien-être des citoyens. Ce type de projet soulève d'énormes questions sur la confiance que l'on peut accorder aux institutions de pouvoir et sur les limites que les gouvernements sont prêts à franchir dans leur quête de contrôle ou d'influence. Ce n'est pas simplement une question de politique étrangère, mais aussi une question fondamentale sur la manière dont les gouvernements manipulent et contrôlent l'information, parfois au prix de vies humaines innocentes. Bien que JFK ait, heureusement, mis un terme à ce projet, il est difficile de ne pas se demander combien d'autres situations similaires ont échappé à l'attention publique et à la vigilance des dirigeants démocratiquement élus. En juin 2015, la France a appris, stupéfaite, que 3 de ses présidents avaient été espionnés pendant des années par l'un de ses plus proches alliés, les États-Unis. L'affaire éclata brutalement lorsque l'organisation Wikileaks, fondée par Julian Assange, publia une série de documents classés top secret provenant de la National Security Agency. Ces fichiers, issus d'un programme de surveillance nommé Espionnage Élysée, détaillaient les interceptions téléphoniques de Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy et François Hollande, ainsi que de plusieurs de leurs collaborateurs. Les documents révélés décrivaient un système d'écoute sophistiqué mis en place à partir du début des années 2000. Les numéros de téléphone du Palais de l'Élysée, du ministère des Affaires étrangères et même de certaines ambassades françaises figuraient sur la liste des cibles prioritaires de la NSA. Les communications interceptées concernaient des discussions diplomatiques, des débats économiques et des conversations privées entre responsables politiques. L'un des rapports reproduisait même le compte-rendu d'une conversation entre François Hollande et son Premier ministre Jean-Marc Ayrault, dans laquelle ils évoquaient une possible réunion secrète avec Angela Merkel pour discuter de la crise grecque. L'objectif américain semblait clair, obtenir des informations stratégiques sur la politique économique de la France, sa position au sein de l'Union européenne et ses négociations internationales. Certains échanges interceptés portaient aussi sur les ventes d'armes, les relations avec l'Allemagne et la position française sur le conflit syrien. En d'autres termes, la NSA cherchait à anticiper les décisions politiques françaises afin de renforcer les intérêts américains au sein des instances internationales.
La révélation de ces écoutes provoqua immédiatement une crise diplomatique. À l'Élysée, François Hollande convoqua une réunion de crise avec son Premier ministre et le ministre de la Défense. Une phrase de son entourage résumait l'atmosphère: « C'est un coup de poignard dans le dos de la part d'un ami ». Le président exigea des explications du gouvernement américain. L'ambassadrice des États-Unis à Paris fut convoquée au ministère des Affaires étrangères pour s'expliquer sur ces pratiques. Du côté américain, la réaction fut mesurée. La Maison-Blanche déclara qu'aucune surveillance, actuelle, n'était exercée sur les dirigeants français, ce qui revenait à admettre implicitement que cela avait bien été le cas dans le passé. Le président Barack Obama tenta d'apaiser la tension par téléphone avec François Hollande, en réaffirmant la solidité de l'alliance franco-américaine. En France, les réactions furent vives. Les médias dénoncèrent une atteinte à la souveraineté nationale. Des responsables politiques de tous bords s'indignèrent. Certains rappelaient que la France avait soutenu les États-Unis après les attentats du 11 septembre, et que cette trahison symbolique révélait une méfiance persistante entre alliés. Sur le plan technique, les documents de Wikileaks indiquaient que les interceptions étaient réalisées à partir de stations d'écoute situées en Allemagne et au Royaume-Uni, deux pays alliés des États-Unis dans le cadre du réseau d'espionnage international connu sous le nom de Five Eyes. Les agents de la NSA utilisaient des antennes capables de capter les communications satellitaires et les transmissions sécurisées, exploitant parfois des failles dans les protocoles téléphoniques gouvernementaux. Malgré le scandale, aucune conséquence concrète ne suivit. La France ne rappela pas son ambassadeur, et aucun agent américain ne fut expulsé. L'affaire s'éteignit lentement, étouffée par la diplomatie. Cependant, elle laissa une empreinte durable. Elle démontra que même entre alliés proches, la confiance n'existe que jusqu'à la limite de l'intérêt stratégique. Elle rappela également que dans le monde du renseignement, il n'existe pas de véritable amitié, seulement des rapports de force et des besoins d'information. En 1984, un mystérieux paquet arriva dans la boîte aux lettres d'un chercheur en ufologie nommé Jem Chandra. Il ne contenait qu'un film photographique et une note anonyme. En le développant, Chandra découvrit ce qui semblait être un document officiel classé top secret. Il portait le sceau du gouvernement américain et le titre Opération Majestic 12 minutes. Selon ce texte, un groupe de 12 scientifiques, militaires et responsables gouvernementaux aurait été créé en 1947 sur ordre direct du président Harry Truman pour étudier la récupération d'un engin d'origine inconnue à Roswell. L'affaire prit rapidement une ampleur considérable. Les copies du document circulèrent parmi les chercheurs et les journalistes. On y lisait des phrases saisissantes: « Un appareil de provenance extraterrestre s'est écrasé près de Roswell, Nouveau-Mexique. Des corps non humains ont été retrouvés et transférés à la base Wright Field. » Les 12 membres du prétendu comité Majestic 12 comprenaient des noms célèbres tels que Vannevar Bush, Amiral Roscoe Ilan Coeté et James Forrestal. Le FBI entra rapidement dans l'affaire. Des agents furent chargés d'authentifier le document. Leur rapport, aujourd'hui accessible dans The Vault, montre qu'ils prirent la menace d'un faux document classé au sérieux. Après plusieurs semaines d'analyse, le bureau conclut que le texte n'était pas authentique selon les standards de classification et de formulation du gouvernement fédéral. Pourtant, certains détails troublaient les enquêteurs. Le style, les en-têtes, la terminologie militaire semblaient conformes à ceux des documents réels des années 1940. Cette ambiguïté nourrit une véritable légende. Des chercheurs indépendants affirmaient que la CIA ou l'Air Force avaient délibérément introduit des erreurs mineures pour pouvoir nier la véracité du texte tout en révélant partiellement la vérité. D'autres pensaient qu'il s'agissait d'une opération de désinformation pour détourner l'attention du public d'expérimentations militaires top secrètes. Dans les années 1990, de nouveaux documents apparurent, mentionnant des suites au programme Majestic 12, parfois sous d'autres noms. Mais aucune preuve irréfutable ne permit de confirmer son existence. Le FBI clôtura l'affaire en la classant comme un canular. Pourtant, les copies de ces pages jaunies continuent à circuler. Certains y voient une falsification sophistiquée, d'autres un aveu déguisé. En les lisant, on retrouve ce ton bureaucratique froid, entrecoupé de phrases presque surréalistes,
les entités biologiques récupérées présentent des caractéristiques anatomiques non conformes à la morphologie humaine connue. Roger Boisjoli, un ingénieur chez Morton Thiokol, la société responsable des moteurs à propulseurs de la navette spatiale Challenger, est devenu un symbole de l'intégrité professionnelle et des conséquences tragiques de ne pas écouter les avertissements. Des mois avant la catastrophe de la navette Challenger en 1986, Boisjoli avait formulé une mise en garde claire et précise concernant les joints toriques, O-ring, utilisés dans les moteurs à propulseurs, soulignant que des conditions de froid extrêmes lors du lancement risquaient de provoquer leur défaillance. Ce qu'il n'a pas pu prédire, malheureusement, c'est que ces avertissements seraient ignorés, avec des conséquences dévastatrices. Dans son mémo, Boisjoli a expliqué en détail que les O-rings, qui étaient conçus pour empêcher les fuites de gaz dans les moteurs à propulseurs, étaient sensibles aux températures basses. Lorsque la température chute en dessous d'un certain seuil, le caoutchouc des O-rings devient plus rigide, ce qui empêche leur étanchéité correcte. Boisjoli savait que si la navette était lancée par temps froid, comme c'était prévu pour le 28 janvier 1986, les joints risquaient de se détériorer au moment où la pression et la chaleur à l'intérieur des moteurs augmenteraient, ce qui entraînerait une fuite de gaz et probablement une explosion. Boisjoli n'était pas le seul à être inquiet. D'autres ingénieurs de Morton Thiokol partageaient ces préoccupations et se sont opposés à ce que le lancement ait lieu dans de telles conditions météorologiques. Cependant, sous la pression des responsables de la NASA, des hauts dirigeants de Morton Thiokol ont accepté de donner leur feu vert au lancement, en minimisant les risques et en ignorant les avertissements. Le 28 janvier 1986, à 11h38, la navette Challenger a décollé, mais seulement 73 secondes plus tard, une défaillance des O-rings a provoqué l'explosion tragique de la navette, tuant tous les membres de l'équipage à bord, dont Christa McAuliffe, une enseignante qui devait devenir la première civile à voyager dans l'espace. Ce qui est particulièrement accablant dans l'histoire de l'accident de la Challenger, c'est que les avertissements de Boisjoli et de ses collègues étaient bien fondés. Non seulement il avait prédit la défaillance des O-rings, mais il avait aussi expliqué les raisons techniques de manière très claire. Son mémo a été un cri d'alarme fondé sur des faits scientifiques et des données d'essai. Pourtant, ces avertissements ont été négligés au nom de la pression du calendrier, des priorités institutionnelles et de l'idéologie selon laquelle l'espace ne doit pas attendre. L'affaire Boisjoli soulève des questions fondamentales sur l'éthique et la responsabilité dans la prise de décision dans des contextes à haut risque. Lorsqu'un individu avertit que des vies humaines sont en jeu, il est impératif que ces préoccupations soient prises au sérieux. Dans le cas de la Challenger, la négligence des avertissements de Boisjoli ne résulte pas seulement d'un manque de compréhension technique, mais aussi d'une culture organisationnelle qui priorisait la réussite symbolique du programme spatial et le respect des délais par rapport à la sécurité. Il est devenu évident, après la catastrophe, que la décision d'aller de l'avant avec le lancement en dépit des risques calculés a été une erreur tragique. Boisjoli, qui avait passé des années à défendre la sécurité des missions spatiales, a souffert de cette négligence non seulement en raison de la perte de vie mais aussi de l'impact sur sa propre carrière et son bien-être personnel. Après l'accident, il est devenu un témoin clé dans les enquêtes sur l'accident de la navette Challenger, mettant en lumière la pression exercée par la NASA et ses partenaires contractuels pour minimiser les préoccupations techniques en faveur de la vitesse et du prestige du programme. Dans une interview après l'accident, Boisjoli a exprimé son regret de ne pas avoir été écouté, mais il a également souligné que ces avertissements n'étaient que le reflet de ce que tout ingénieur prudent aurait dû savoir. Dans les années 1960, au cœur de la guerre froide, l'Union soviétique développa un intérêt profond pour la parapsychologie. Tandis que les Américains exploraient la vision à distance, les Soviétiques voulaient aller plus loin. Ils cherchaient à comprendre si l'esprit humain pouvait agir sur la matière, influencer des systèmes biologiques ou mécaniques sans contact. Ces recherches, menées à l'Institut de parapsychologie de Moscou et dans plusieurs laboratoires militaires, furent regroupées sous le nom de recherche sur l'influence à distance et la télékinésie. Le nom de Nina Kulagina apparaît dans presque tous les rapports. Cette femme, née à Leningrad en 1926, affirmait pouvoir déplacer de petits objets par la seule force de la pensée. Les scientifiques soviétiques la filmèrent dans des conditions de laboratoire, elle s'asseyait devant une table, fermait les yeux,
et bientôt des allumettes, des boules de verre ou des morceaux de métal se mettaient à bouger lentement. Les observateurs mesuraient les champs magnétiques, la température ambiante et le rythme cardiaque de la participante. Un rapport de 1968 décrit une expérience où Kulagina fit bouger une aiguille métallique à plusieurs centimètres de distance, après 20 minutes de concentration intense. Les instruments enregistrèrent une variation soudaine du champ électrostatique autour d'elle. Les chercheurs parlèrent de phénomènes de champ biologique, ou biochamp, censés être une énergie produite par le corps humain. D'autres expériences, encore plus étonnantes, impliquaient des tissus vivants. Dans une vidéo conservée aux archives russes, on la voit influencer le battement d'un cœur de grenouille isolé dans une cuve. Les scientifiques conclurent prudemment, effet physiologique observé, cause inconnue. Mais ces recherches n'étaient pas seulement scientifiques. Des divisions militaires spécialisées s'intéressaient au potentiel stratégique de la télépathie et de la télékinésie. Des agents furent entraînés à projeter des images mentales vers des sous-marins ou des avions isolés. Des rapports internes, aujourd'hui déclassifiés, évoquent des tentatives d'interférence avec les émotions d'individus à distance. Les résultats restèrent incertains, mais le programme dura près de 20 ans. Certains chercheurs soviétiques pensaient que la conscience pouvait interagir avec les champs électromagnétiques, d'autres parlaient de phénomènes quantiques encore inconnus. Lorsque ces dossiers furent rendus publics après la chute de l'URSS, le monde occidental découvrit que l'autre superpuissance avait consacré des ressources considérables à l'étude du psychisme. Ce qui frappe dans ces pages, c'est le ton sérieux et la méthode rigoureuse. Rien de mystique dans le vocabulaire, seulement des termes de physique et de biologie appliqués à l'esprit humain. Aujourd'hui, les vidéos de Nina Kulagina continuent d'être analysées. Certains y voient la preuve d'une supercherie habile, d'autres un mystère encore non élucidé. Mais une chose est sûre, pendant un moment, à Moscou, des scientifiques et des officiers crurent que la pensée pouvait devenir une force physique. Et dans le silence des laboratoires, les objets bougeaient, lentement, comme si le monde acceptait de se laisser influencer. L'opération Cyspray est l'une de ces expériences secrètes du gouvernement américain qui, une fois révélée, a non seulement choqué, mais aussi soulevé des questions cruciales sur la manière dont les tests militaires peuvent affecter la population civile sans leur consentement ou leur connaissance. Cette opération, menée en 1950 par la marine des États-Unis, avait pour objectif de tester la vulnérabilité d'une ville comme San Francisco à une attaque de guerre biologique. Pour cela, 2 types de bactéries, Serratia marcescens et Bacillus globigi, ont été pulvérisés sur la région de la baie de San Francisco. Ces agents biologiques, initialement considérés comme non dangereux, ont été dispersés dans l'atmosphère sous forme de brouillard afin d'étudier leur propagation et de déterminer comment un agent biologique pourrait être utilisé pour attaquer une grande ville. À l'époque, l'expérience était censée fournir des informations sur la manière dont des agents biologiques pourraient être utilisés dans une guerre, mais elle est rapidement devenue une source de controverses et de scandales. L'idée était de simuler une attaque de bioweapons sans que la population ne sache qu'elle était exposée à un danger. Selon les autorités militaires, les bactéries utilisées n'étaient pas censées causer de dommages directs à la santé des personnes, étant donné les hypothèses de sécurité de l'époque. Cependant, plusieurs problèmes sont apparus après les tests. Des rapports ont fait état d'infections chez des citoyens et d'une augmentation de maladies qui auraient pu être liées aux bactéries dispersées. Ce qui est encore plus choquant, c'est que, durant cette période, entre 1949 et 1969, les tests biologiques en plein air ont été réalisés 239 fois. 80 de ces expérimentations ont impliqué l'utilisation de bactéries vivantes, que les chercheurs de l'armée pensaient inoffensives à l'époque. Cependant, comme l'histoire l'a montré, ces tests n'étaient pas aussi sûrs qu'on l'avait cru. Ce genre de programme soulève des questions éthiques majeures sur la recherche scientifique et les expérimentations militaires. Comment peut-on justifier de tester des armes biologiques sur des populations sans leur consentement explicite, en particulier quand l'impact sur leur santé reste flou? Et plus inquiétant encore, combien de tests similaires ont été effectués sans que la population en ait connaissance? L'opération Cyspray est devenue l'un des nombreux exemples d'expérimentations secrètes menées par le gouvernement américain pendant la guerre froide,
période où les considérations de sécurité nationale et de développement d'armement surpassaient souvent les préoccupations relatives aux droits des citoyens et à la sécurité publique. Cette opération, ainsi que d'autres expériences similaires, a été l'une des raisons qui ont conduit à la mise en place de lois et de régulations plus strictes concernant les tests biologiques et chimiques sur des populations humaines, notamment après la révélation de l'ampleur de ces expérimentations. Ce qui rend l'opération CISPREE encore plus troublante, c'est le fait qu'elle représente non seulement un test de guerre biologique, mais aussi un test des limites de la confiance entre le gouvernement et la population. Une fois de plus, cela démontre l'écart entre ce que le gouvernement considère comme acceptable pour la sécurité nationale et ce que les citoyens devraient pouvoir attendre en termes de protection et de transparence. Opération LAC, une opération secrète menée par le gouvernement des États-Unis dans les années 1950 et 1960, est l'une de ces pages sombres de l'histoire militaire qui souligne l'ampleur de la cruauté et de l'irresponsabilité des tests effectués sur des populations civiles sans leur consentement. Ce programme de guerre biologique consistait principalement à pulvériser des zones urbaines avec du sulfure de cadmium-zinc, une substance hautement toxique et dangereuse. L'objectif, bien que officiellement lié à l'étude des réactions de populations civiles à des armes biologiques potentielles, a eu des conséquences dévastatrices pour les personnes impliquées. Les autorités ont dispersé ces substances dans des zones résidentielles, souvent sans avertir la population. Ce test, censé mesurer l'impact d'une attaque chimique ou biologique, a contaminé l'air, l'eau et le sol, affectant directement la santé de milliers de personnes. La réalité de cette expérimentation a été bien plus sinistre qu'un simple test en laboratoire. En effet, de nombreux résidents des quartiers concernés ont développé des cancers, des maladies respiratoires et d'autres troubles de santé graves. Pourtant, aucune forme de suivi médical ou d'enquête n'a été mise en place pour évaluer les effets à long terme de ces tests. Pire encore, aucun remords n'a été exprimé par les autorités à l'époque, et aucune compensation n'a été offerte aux victimes ou à leurs familles. L'impact de ces tests n'a pas été seulement physique. Les effets sur le patrimoine génétique de ces communautés ont été catastrophiques. Les générations futures ont été potentiellement affectées par des mutations, bien qu'aucun effort sérieux n'ait été fait pour étudier et documenter ce phénomène. De plus, les familles des victimes n'ont pas vu de réponse ou d'excuses publiques de la part du gouvernement, ce qui aggrave encore plus l'injustice subie. L'absence de responsabilité est l'un des aspects les plus révoltants de cette affaire. Ce n'était pas simplement une erreur, mais un acte délibéré, où la santé et le bien-être des citoyens ont été sacrifiés pour des raisons de stratégie militaire et de tests scientifiques. Ce genre d'incident soulève d'importantes questions éthiques et morales sur le rôle du gouvernement dans la vie de ses citoyens et sur les limites à ne pas franchir au nom de la sécurité nationale ou de la recherche. Les effets sur la santé des populations exposées à ces tests sont un témoignage tragique de l'irresponsabilité de ceux qui prennent des décisions, souvent loin des regards du public. Aujourd'hui, les victimes de ces tests, souvent oubliées, continuent de chercher justice, tandis que les archives de ces expérimentations restent, dans une large mesure, secrètes. L'opération LAC et des programmes similaires soulignent la nécessité d'une transparence totale dans les actions gouvernementales, surtout lorsque celles-ci concernent la vie et la santé de citoyens innocents. L'absence de regret, de reconnaissance ou de réparation est un affront à la mémoire des victimes et à la dignité humaine. Ces événements rappellent également l'importance de rester vigilant face à toute tentative de manipulation ou de test non consensuel, car une telle histoire ne devrait jamais se répéter. À la fin des années 1940, alors que les États-Unis entraient dans l'ère nucléaire, le FBI reçut des centaines de lettres venues de tout le pays. Les citoyens y décrivaient des lumières étranges dans le ciel, des silhouettes lumineuses au-dessus des champs, parfois même des apparitions d'êtres humanoïdes. Ces témoignages, d'abord traités comme des curiosités, finirent par être regroupés sous une catégorie administrative appelée une Unexplained Phenomenon. Les documents déclassifiés des décennies plus tard montrent l'étonnant sérieux avec lequel le bureau examina ces récits. Des agents furent envoyés dans les zones rurales du Nouveau-Mexique, du Nevada ou de l'Arizona pour interroger les témoins. Certains rapportèrent avoir vu des engins silencieux capables d'accélérer à des vitesses impossibles.
D'autres évoquaient des sphères de lumière qui semblaient les suivre sur plusieurs kilomètres. Un des cas les plus célèbres, cité dans les archives, concerne un fermier du Nouveau-Mexique nommé William Brazel. En juillet 1947, il découvrit dans son champ des débris métalliques inhabituels. Le rapport du FBI note qu'il était plus léger que l'aluminium mais impossible à plier à la main. Quelques jours plus tard, l'armée annonça la récupération d'un disque volant, avant de se rétracter en parlant d'un simple ballon météo. L'incident devint ce que l'on appelle aujourd'hui l'affaire de Roswell. Les pages suivantes du dossier montrent que le FBI continua à recevoir des signalements similaires tout au long des années 1950. On y trouve des mémos internes où des agents admettent ne pas comprendre l'origine de certains phénomènes, tout en cherchant à calmer la panique du public. Un document de 1952, classé à l'époque confidentiel, recommande d'éviter toute communication publique susceptible d'encourager la croyance en des visites extraterrestres. Mais tout n'était pas lié aux ovnis. Le dossier Unexplained Phenomenon inclut aussi des enquêtes sur des apparitions religieuses, des poltergeists et même des cas de lumière fantomatique dans des cimetières. Un rapport du bureau de Los Angeles mentionne une série de plaintes concernant une figure translucide aperçue près d'un vieil hôtel abandonné. Les agents sur place notèrent la présence de gaz phosphorescent provenant d'une canalisation fissurée, mais certains témoins refusèrent d'y croire. Lors de la déclassification, les lecteurs furent surpris de découvrir à quel point le FBI avait documenté minutieusement ces phénomènes. Chaque observation, même la plus improbable, fut consignée avec le même sérieux qu'une enquête criminelle. On trouve des croquis, des photos floues, et parfois de simples notes comme sujet ému, semble sincère, aucune trace de fraude apparente. Ces archives laissent une impression étrange. Elles montrent une époque où les frontières entre science, superstition et peur collective se confondaient. Les agents du FBI, formés pour traquer des espions ou des criminels, se retrouvaient face à des mystères qui échappaient à toute logique humaine. Et dans ces rapports, rédigés avec un calme administratif, on sent parfois une émotion silencieuse, celle d'hommes qui observaient l'inconnu et notaient simplement « phénomène inexpliqué, investigation close ». Les documents concernant la projection astrale sont fascinants. Ils ont fait appel à un psychique qu'ils ont placé dans une situation particulière. Un simple test, une enveloppe contenant des coordonnées et un laps de temps était déposé devant lui. L'objectif était simple, mais intrigant, il devait décrire ce qu'il voyait en projetant son esprit à travers l'espace-temps. Quand il a commencé à décrire ce qu'il percevait, il a parlé d'une planète mourante, abandonnée par ses habitants qui étaient partis à la recherche d'un nouveau monde à coloniser. L'enveloppe qu'on lui avait donnée contenait en réalité des coordonnées précises, celles de Mars, mais dans un passé lointain. Le psychique n'en savait rien, mais les détails qu'il a fournis étaient stupéfiants. Il a décrit une civilisation avancée qui, à une époque ancienne, avait laissé la planète derrière elle, son environnement devenu trop hostile pour y survivre. Il a détaillé des structures gigantesques, des vestiges d'une technologie bien plus évoluée que celle que l'humanité possède aujourd'hui, un peuple apparemment capable de manipuler des énergies et des forces que nous ne comprenons même pas encore. Le plus étrange, c'est que l'homme a décrit une scène presque apocalyptique. Des bâtiments titanesques, maintenant en ruine, semblaient témoigner d'une époque prospère mais révolue. Il a aussi parlé d'une ambiance étrange, une atmosphère chargée de solitude, comme si la planète portait encore les traces des habitants disparus, figés dans le temps. Les détails qu'il a donnés semblaient si précis que même les scientifiques impliqués dans l'étude étaient perplexes, ne pouvant s'empêcher de se demander si l'homme n'avait pas eu un accès direct à une autre réalité, ou si son esprit avait plongé dans un fragment du passé martien que la Terre n'a jamais connu. Ce récit ne dure pas très longtemps, mais il vaut largement la peine d'être lu pour qui est intéressé par les mystères non résolus de notre univers. Les recherches sur la projection astrale, bien que peu connues, ouvrent des perspectives qui défient la logique et les limites de ce que l'on considère comme possible. Ces expériences, menées dans un cadre ultra secret, sont encore aujourd'hui une énigme pour ceux qui cherchent à comprendre les véritables capacités cachées de l'esprit humain. Pendant des décennies, le Ministry of Defense britannique a reçu des centaines de rapports venant de civils,
de pilotes et de policiers racontant des phénomènes étranges dans le ciel du Royaume-Uni. Ces signalements, soigneusement enregistrés, dormaient dans des tiroirs métalliques, marqués du sceau « Unidentified Flying Object ». Peu de gens savaient que ces dossiers existaient réellement, et encore moins qu'ils allaient un jour être ouverts au grand public. L'histoire commence après la Seconde Guerre mondiale, quand le Royaume-Uni, comme les États-Unis, voit se multiplier les observations d'objets lumineux et rapides. En 1950, le gouvernement crée une cellule interne chargée d'évaluer ces signalements. Pendant près de 60 ans, le mode collecte, trie et commande chaque cas. La majorité reçoit des explications rationnelles, avions militaires, météores, lanternes chinoises. Mais certains incidents restent mystérieux. Parmi les plus célèbres se trouve le cas de Rendlesham Forest, survenu en décembre 1980. Des militaires américains stationnés sur la base de Bentwater, dans le Suffolk, observent pendant 2 nuits successives des lumières étranges dans les bois voisins. L'un d'eux, le lieutenant-colonel Charles Alt, enregistre son témoignage sur bande audio pendant qu'il s'enfonce dans la forêt. Les hommes rapportent avoir vu un objet triangulaire métallique qui émettait une lumière rouge pulsante et qui semblait flotter au-dessus du sol. Au matin, des marques triangulaires sont retrouvées dans le sol, accompagnées de niveaux de radiation anormaux. L'affaire fait la une des journaux et reste à ce jour l'un des cas les mieux documentés d'Europe. Durant les années 1990, la pression des chercheurs indépendants et des journalistes grandit. Le mode est contraint d'admettre qu'il détient des archives complètes sur le sujet. En 2008, après plusieurs requêtes fondées sur la loi sur la liberté d'information, le gouvernement britannique prend une décision inédite, il déclassifie et publie progressivement l'intégralité de ses dossiers sur les ovnis. Entre 2008 et 2013, 11 lots d'archives sont mis en ligne sur le site des National Archives. On y trouve des lettres de citoyens racontant leurs expériences, des dessins d'engins étranges, des échanges internes du mode, et même des notes de ministres curieux. Certains dossiers contiennent des correspondances sur des objets suivis par radar, d'autres des rapports d'avions de ligne qui ont croisé d'étranges lumières sans réponse radar. En 2009, le mode publie un mémo annonçant la fermeture officielle de son UFO Desk. Selon le ministère, les phénomènes rapportés ne présentaient aucune menace pour la défense nationale et ne justifiaient plus de dépenses. Cependant, cette fermeture ne mit pas fin à la curiosité publique. Des chercheurs indépendants ont continué à examiner ces archives ligne par ligne, découvrant que plusieurs cas demeuraient inexpliqués, notamment des observations simultanées par radar et témoins visuels. Dans les années 1950, le contexte politique aux Philippines était marqué par une instabilité croissante, en particulier en raison de l'insurrection communiste du Hukbalahap. C'est dans ce climat de tension que les États-Unis, soucieux de maintenir une influence forte sur le pays, ont mis en place des opérations de guerre psychologique pour manipuler l'opinion publique et garantir l'élection du candidat favorable aux intérêts américains, Ramon Magsaysay. Mais ce n'était pas seulement de la politique classique ou de la propagande. Ce qu'ils ont fait allait bien plus loin, exploitant les croyances et superstitions locales pour semer la peur et manipuler les masses de manière effrayante et perverse. La CIA, dans le cadre de ses recherches pour mieux comprendre la culture philippine et ses vulnérabilités, a découvert que les populations rurales étaient particulièrement sensibles aux mythes et superstitions locales, notamment la peur des vampires. Une fois ce point faible identifié, l'agence a conçu une série d'actions pour exploiter cette peur ancestrale et l'utiliser comme un outil de contrôle social. Les détails exacts de ces opérations restent flous, mais un exemple particulièrement macabre a été rapporté par des témoins de l'époque. Lors d'une opération, un groupe de villageois a été particulièrement ciblé. Un homme local a été enlevé, tué de manière brutale, et des marques de dents ont été laissées sur son cou, simulant l'attaque d'un vampire. Pour renforcer l'effet psychologique, son corps a été suspendu à l'envers, une scène macabre destinée à frapper les habitants du village avec la terreur et la confusion. Lorsque les villageois ont découvert le corps, leur terreur collective a été alimentée, renforçant la croyance qu'une créature surnaturelle était responsable de cette atrocité. Cet acte d'horreur, orchestré par la CIA, s'inscrivait dans une stratégie plus large visant à manipuler les électeurs philippins en faveur de Magsaysay, qui, bien qu'il fût présenté comme un leader populaire et indépendant, était en réalité un marionnette des intérêts américains.
En effet, la CIA non seulement dirigeait sa campagne, mais rédigeait ses discours et influençait ses politiques pour garantir que les États-Unis maintiennent leur contrôle sur le pays, en particulier face à la menace du communisme. Ce type de manipulation psychologique n'était pas nouveau pour les États-Unis dans le contexte de la guerre froide, mais l'exploitation des croyances culturelles profondes des Philippines a ajouté une couche de cruauté et de sophistication à ces opérations. La guerre psychologique était un outil puissant et dévastateur dans la bataille pour les cœurs et les esprits des peuples, et aux Philippines, cela a laissé une trace indélébile dans l'histoire du pays. Les actions de la CIA aux Philippines, notamment cette manipulation macabre, soulignent la manière dont la guerre froide n'était pas seulement une lutte entre idéologies, mais aussi une guerre invisible, menée dans l'ombre, avec des vies humaines traitées comme des pions dans un jeu politique sans merci. Les habitants du pays, pris dans cette spirale de terreur et de manipulation, ont dû vivre dans une atmosphère de méfiance et de peur qui allait bien au-delà des menaces physiques immédiates. En avril 2019, une organisation d'investigation française appelée Disclose publia un document qui fit trembler le ministère des Armées. Ce rapport, intitulé Made in France, s'appuyait sur une note classifiée confidentielle défense provenant de la direction du renseignement militaire. Le contenu de ce document interne contredisait directement les déclarations officielles du gouvernement français sur la guerre au Yémen. Depuis le début du conflit en 2015, la France affirmait que les armes qu'elle vendait à l'Arabie Saoudite et aux Émirats Arabes Unis n'étaient utilisées que de manière défensive. Pourtant, le rapport de la DRM, daté de septembre 2018, révélait l'inverse. Il comportait des cartes précises montrant la localisation d'armes françaises dans plusieurs zones de combat. On y retrouvait la trace de chars Leclerc, de canons César, de Mirage 2000, de systèmes d'artillerie et de véhicules blindés fabriqués en France. Ce document montrait que ces équipements servaient dans des offensives menées par la coalition arabe contre les rebelles Houthis, en particulier autour de la ville portuaire de Hodeidah et dans la région montagneuse de Saada. Les conséquences étaient lourdes. Des rapports annexes évoquaient des frappes sur des zones civiles et des pertes humaines importantes. Le texte mentionnait explicitement que des populations non combattantes se trouvaient dans le rayon d'action des tirs. Lorsque Disclose publia ces informations, l'opinion publique découvrit pour la première fois la carte secrète utilisée par le renseignement militaire français. Elle indiquait les positions des armes françaises et leur trajectoire de tir probable. Ce fut un choc. Les journalistes à l'origine de l'enquête furent convoqués par la DGSI, la Direction générale de la sécurité intérieure, pour avoir révélé un document classé. Cela provoqua une levée de boucliers de la part des associations de journalistes et des défenseurs des droits humains. Le gouvernement, de son côté, tenta de calmer la tempête. La ministre des Armées, Florence Parly, affirma que la France n'avait aucune preuve que ces armes avaient été utilisées contre des civils. Pourtant, plusieurs ONG, dont Amnesty International et Human Rights Watch, publièrent leurs propres analyses confirmant les conclusions du rapport Disclose. Elles montrèrent que les canons César avaient une portée de 40 km, couvrant directement des zones où des civils avaient été tués. L'affaire prit rapidement une dimension politique. Des députés demandèrent une commission d'enquête parlementaire sur les exportations d'armes françaises, tandis que le gouvernement défendait la confidentialité des contrats militaires. Derrière les discours diplomatiques se cachait une réalité beaucoup plus sombre, celle d'un pays qui, en toute connaissance de cause, armait des forces engagées dans un conflit où les règles humanitaires étaient constamment bafouées. Entre 1966 et 1996, la France mena 210 essais nucléaires dans le Pacifique Sud, sur les atolls de Mururoa et Fangatofa, en Polynésie française. Pendant 3 décennies, ces essais furent présentés comme parfaitement maîtrisés, sans danger pour les populations locales ni pour les militaires présents sur place. Ce discours officiel se fissura pourtant à mesure que des témoignages, des fuites et des études scientifiques commencèrent à contredire la version de l'État. Ce n'est qu'après la déclassification progressive de documents militaires et scientifiques, à partir des années 2000, que la réalité commença à émerger. Les archives rendues publiques révélèrent un tout autre visage de cette aventure nucléaire. Dès les premiers essais atmosphériques, les rapports internes du Commissariat à l'énergie atomique, CEA,
faisait état de retombées radioactives bien plus importantes que celles annoncées publiquement. Les vents dominants dispersaient les particules radioactives sur des zones habitées, parfois jusqu'à Tahiti, située à plus de 1000 km des sites de tir. Des documents déclassifiés montraient que, lors de certains essais, les niveaux de radiation enregistrés dépassaient largement les seuils considérés comme sûrs pour la santé humaine. L'un des essais les plus tristement célèbres, baptisé Centaure, eut lieu le 17 juillet 1974. Selon des rapports restés secrets pendant près de 30 ans, l'explosion avait provoqué un panache radioactif d'une ampleur inédite. Les autorités sur place reçurent des consignes minimales de protection, parfois simplement de se mettre à l'abri et de « tourner le dos à l'explosion ». Des militaires français furent exposés sans équipement adapté, et des habitants des îles voisines signalèrent, dans les jours suivants, des pluies colorées, des irritations cutanées et des maladies respiratoires. Pendant des décennies, le gouvernement français nia l'existence d'un risque sanitaire majeur. Mais à mesure que les documents furent rendus accessibles, les preuves s'accumulèrent. Des cartes météorologiques classifiées, publiées dans les années 2010, montrèrent que plusieurs essais avaient contaminé une large partie de l'océan Pacifique. Les taux de césium et d'iode radioactifs dans l'air et dans l'eau avaient été systématiquement sous-estimés. Dans certains cas, les relevés de radiation effectués par les laboratoires militaires furent modifiés avant d'être transmis au gouvernement. La pression des associations de vétérans, des médecins et des habitants de Polynésie poussa finalement les autorités à reconnaître partiellement les conséquences sanitaires des essais. En 2010, la loi Morin fut adoptée. Elle prévoyait une indemnisation pour les victimes des essais nucléaires français, qu'il s'agisse de militaires ou de civils. Cependant, la procédure se révéla si restrictive que la grande majorité des demandes furent rejetées. Les demandeurs devaient prouver un lien direct entre leur maladie et leur exposition, ce qui était souvent impossible plusieurs décennies après les faits. En 2021, une enquête conjointe du média Disclose, de Radio France et du Washington Post s'appuya sur des milliers de pages de documents déclassifiés et sur des données radiologiques d'époque. Les journalistes calculèrent que 110 000 personnes avaient été exposées à des doses de radiation supérieures à celles reconnues par l'État français. Cette enquête, intitulée Toxique, démontra que la contamination ne se limitait pas aux îles proches des sites d'essai, mais qu'elle s'étendait sur une zone immense du Pacifique Sud. La réaction du gouvernement français fut prudente. Le ministère des Armées annonça une réévaluation des dossiers médicaux et promit une nouvelle transparence. Mais dans les faits, peu de documents supplémentaires furent ouverts. Beaucoup d'archives restèrent encore classifiées au nom du « secret de la défense nationale ». Ces déclassifications partielles ont tout de même permis de faire la lumière sur un demi-siècle de mensonges d'État. Elles ont révélé que les autorités avaient consciemment sous-évalué les risques pour éviter un scandale diplomatique et préserver la réputation du programme nucléaire français, symbole de puissance et d'indépendance nationale. Aujourd'hui, les habitants de Polynésie continuent de réclamer la vérité et la justice. Certains villages sont marqués par un taux anormalement élevé de cancer de la thyroïde et de leucémie. Des associations locales demandent la reconnaissance officielle des préjudices et la déclassification complète des archives militaires. Les documents existants montrent déjà qu'il ne s'agissait pas d'incidents isolés, mais d'un système organisé de dissimulation, fondé sur la raison d'État. Les essais nucléaires en Polynésie sont ainsi devenus l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire contemporaine de la France. Ils illustrent à la fois la fierté d'une nation cherchant à affirmer son autonomie stratégique et le prix humain et moral payé pour cette ambition. Les documents déclassifiés, par fragments, redonnent aujourd'hui voix à ceux que l'histoire officielle avait longtemps effacés, les soldats irradiés, les familles polynésiennes, et tous ceux qui vécurent dans l'ombre des champignons atomiques. L'affaire de Nazino, survenue en 1933, reste l'un des épisodes les plus horrifiants de l'histoire soviétique, et l'un des plus longtemps ignorés ou dissimulés. Sur une île reculée en Sibérie, des milliers de personnes furent envoyées pour mourir de faim et de misère, victimes d'une expérience brutale du régime stalinien. Ce qui s'y est passé défie l'imagination, et les témoignages d'anciens témoins, comme celui de cet homme qui a survécu à l'horreur, exposent la réalité choquante de cette tragédie oubliée. Les gens qui ont été envoyés sur l'île de Nazino étaient pour la plupart des déportés, des exilés forcés,
envoyés là pour travailler dans des conditions extrêmes, comme tant d'autres sous le régime stalinien. Mais au lieu de trouver un moyen de survie, ils ont été laissés à leur sort dans une situation cauchemardesque. Ils n'étaient pas préparés à ce qui les attendait. Quand ils sont arrivés sur l'île, ils ont posé des questions comme « Où est la voie ferrée ? Où sont Moscou et Leningrad ?» Mais les gens locaux, les Ostiaks, n'avaient jamais entendu parler de ces villes. C'était la réalité d'une déportation totale, dans un lieu isolé où toute connexion au reste du monde était brisée. Leurs conditions de survie étaient horribles. On leur donna une poignée de farine, qu'ils mélangèrent avec de l'eau pour en faire une pâte grossière, mais cela ne faisait qu'aggraver leur souffrance. Cette mixture les rendait malades immédiatement, provoquant des diarrhées terribles qui les affaiblissaient encore plus. Les témoins racontent que les gens mouraient en masse, que des scènes de cannibalisme ont eu lieu, et que la brutalité entre les exilés était telle qu'ils s'entretuaient pour survivre. Le froid glacial, la faim et la maladie ont fait le reste. Un récit poignant d'un témoin de cette tragédie raconte l'histoire d'un garde nommé Kostya Venikov, un jeune homme qui était tombé amoureux d'une des déportées. Ce garde avait essayé de la protéger, de la sauver des horreurs qui régnaient sur l'île. Mais un jour, il dut s'absenter. À son retour, il trouva que des prisonniers affamés avaient capturé la jeune femme, l'avaient attachée à un arbre, et avaient commencé à lui couper les seins, les muscles, et tout ce qu'il pouvait manger. Quand Venikov revint, la jeune femme était encore vivante, mais elle avait perdu trop de sang pour survivre. Elle mourut peu après. Ce témoignage abominable est loin d'être un cas isolé. Les exilés sur l'île de Nazino ont vécu l'enfer dans ce qui était censé être un camp de travail, mais qui s'est rapidement transformé en un lieu de massacre, de dégradation et de souffrance indescriptibles. Les autorités soviétiques ont tout fait pour étouffer cette histoire, minimisant l'incident, et les survivants ont été réduits au silence, souvent persécutés pour avoir révélé la vérité. Au tournant des années 1980, les services de renseignement américains commencèrent à s'intéresser à des articles scientifiques venus de Chine. Ces publications, traduites et analysées par la CIA, faisaient état d'expériences sur des individus capables de performances dites paranormales, déplacer de petits objets, influencer des appareils électroniques, détecter des formes cachées ou même provoquer des réactions physiologiques à distance. Le dossier déclassifié intitulé Human Paranormal Capability rassemble une sélection de ces études, traduites et annotées par les analystes. Tout commença lorsque des chercheurs de l'Institut de recherche en médecine de Pékin prétendirent avoir découvert chez certains enfants un sens extra-optique. Ces jeunes sujets pouvaient, selon les rapports, identifier des caractères chinois imprimés sur des papiers pliés ou enfermés dans des enveloppes. Des photos jointes au rapport montrent des enfants assis dans des salles silencieuses, les yeux bandés, entourés d'observateurs officiels. Les notes américaines indiquent que les expériences furent répétées sous contrôle scientifique et qu'elles donnèrent des résultats inexplicables dans le cadre des connaissances physiques actuelles. La CIA suivait ces recherches avec fascination et inquiétude. Si ces phénomènes étaient réels, ils pourraient offrir des avantages stratégiques considérables. Des mémorandums internes mentionnent la possibilité de détection d'informations sensibles sans contact physique et d'interférences psychiques avec du matériel électronique. Des équipes furent chargées d'analyser les traductions et de déterminer si les chercheurs chinois utilisaient une approche psychologique, neurologique ou purement expérimentale. Les documents montrent une grande prudence. Certains analystes évoquent des manipulations statistiques, d'autres suspectent une part de propagande scientifique. Mais plusieurs passages témoignent d'une véritable perplexité. Un rapport de 1983 note: les sujets semblent capables de produire des effets mesurables sur des systèmes isolés, au-delà de ce qu'autorise la simple probabilité. Les Américains finirent par envoyer discrètement des observateurs en Asie. Ceux-ci assistèrent à des démonstrations publiques où des individus faisaient tourner des aiguilles de boussole ou devinaient des symboles enfermés. Aucun ne put conclure avec certitude à une supercherie, mais aucun ne confirma non plus une preuve tangible. Lorsque ces archives furent rendues publiques, elles révélèrent la profondeur de la curiosité américaine pour les recherches paranormales étrangères. On y découvre un mélange fascinant de rigueur scientifique, de crainte politique et d'émerveillement sincère. Les pages portent encore les traces de la guerre froide,
cette époque où même l'esprit humain semblait un champ de bataille. Je ne sais pas si c'est vraiment effrayant, mais il existe bel et bien des documents déclassifiés du FBI qui abordent l'hypothèse selon laquelle Adolf Hitler aurait fui en Amérique du Sud après la Seconde Guerre mondiale. Ces dossiers, désormais consultables publiquement sur le site du FBI dans la section Vault, contiennent plusieurs rapports, lettres et témoignages reçus dans les années qui ont suivi la guerre. Certains de ces documents mentionnent même une photo d'un homme ressemblant à Hitler, prise, selon le rapport, en Argentine vers 1954. Les faits sont simples, après la fin de la guerre, les agences de renseignement américaines ont reçu de nombreuses dénonciations et informations, selon lesquelles Hitler ne serait pas mort dans son bunker à Berlin, mais aurait réussi à s'échapper grâce à un réseau de sympathisants nazis. L'Amérique du Sud, et surtout l'Argentine, revenaient souvent dans ces récits. Le FBI a donc ouvert plusieurs enquêtes pour vérifier la véracité de ces affirmations. Ces enquêtes ne se sont jamais soldées par des preuves tangibles, mais elles ont laissé derrière elles un ensemble de documents qui, aujourd'hui, alimentent les théories du complot autour de la survie de Hitler. Les rapports décrivent divers témoins affirmant avoir vu Hitler dans des villages reculés d'Argentine ou du Paraguay. Dans certains cas, des photos auraient été jointes, dont une célèbre, montrant un homme plus âgé ressemblant à Hitler, assis dans un décor tropical. Datée de 1954, elle a longtemps circulé dans les milieux conspirationnistes. Toutefois, aucune expertise officielle n'a jamais confirmé son authenticité. Ces documents ne prouvent donc pas que Hitler ait survécu ou vécu en Amérique du Sud, mais ils existent bel et bien, et ils montrent que le FBI a pris ces rumeurs suffisamment au sérieux pour les examiner pendant plusieurs années. En 1996, un adolescent californien de 15 ans nommé John Greenwald décida d'écrire au gouvernement américain pour demander des copies de documents déclassifiés sur les ovnis. Il avait découvert l'existence du Freedom of Information Act, cette loi qui permet à tout citoyen d'obtenir des dossiers officiels. Ce qui commença comme un simple projet scolaire devint rapidement une entreprise titanesque. John envoya des centaines de requêtes à la CIA, la NSA, le FBI, l'Air Force et même la NASA. Les réponses arrivèrent lentement, souvent des enveloppes épaisses, remplies de pages noircies par la censure. Au fil des années, il accumula des milliers de documents. Il décida de les numériser et de les publier en ligne. Son site, qu'il appela The Black Vault, devint une immense base de données ouverte à tous. On y trouve des archives sur le projet Blue Book, sur MKUltra, sur les expériences psychiques de la CIA et sur des milliers d'observations d'ovnis rapportées par des civils et des militaires. Certains documents sont de simples échanges administratifs. D'autres, en revanche, laissent deviner des enquêtes plus profondes. L'un d'eux raconte comment un pilote de chasse signala un objet métallique en forme de disque qui échappait à la poursuite radar avant de disparaître dans les nuages. Un autre évoque la récupération de fragments non identifiés ne correspondant à aucun alliage connu. Ces phrases sèches, presque anodines, prennent une dimension troublante lorsqu'elles s'accumulent sur des milliers de pages. John Greenwald travailla souvent seul, passant ses nuits à classer les fichiers et à rédiger des résumés. Il reçut parfois des réponses étranges de certaines agences. Dans un courrier daté de 2001, la CIA l'informe que plusieurs de ces demandes ont été transférées à d'autres départements dont les noms ne peuvent être divulgués. D'autres lettres affirment que certains documents ont été détruits avant déclassification. Malgré les obstacles, The Black Vault est devenue au fil du temps la plus grande collection civile de documents déclassifiés au monde. Elle contient aujourd'hui plus de 3 millions de fichiers, accessibles librement. On y lit des rapports militaires, des transcriptions d'enquêtes sur les phénomènes aériens non identifiés, des études sur la perception extrasensorielle et même des notes internes sur les effets psychologiques des expériences de méditation. Ce qui rend ces archives fascinantes, c'est leur transparence paradoxale. Tout y est officiel, et pourtant chaque page semble murmurer ce que l'État ne dit pas. Entre les lignes censurées et les passages effacés, on devine une histoire parallèle, celle d'un monde où la curiosité humaine ne cesse de frôler le mystère. John Greenwald continue encore aujourd'hui à élargir son archive. Il reçoit régulièrement de nouveaux fichiers, souvent accompagnés de lettres anonymes. Dans une interview récente,
il a confié qu'il ne cherchait pas la vérité absolue, seulement les traces qu'elle laisse derrière elle. En consultant The Black Vault, on a l'impression d'ouvrir une porte vers un territoire à la fois bureaucratique et métaphysique. Ces millions de pages racontent une seule et même chose, que même au cœur des institutions les plus rationnelles, le paranormal et le mystique continuent à hanter les marges du réel. Au début des années 1980, au cœur de la guerre froide, l'armée américaine chercha à repousser les limites de la performance humaine. Certains officiers, influencés par les travaux du Monroe Institute sur la conscience et par la philosophie orientale, proposèrent un concept nouveau, et si le soldat du futur pouvait être à la fois un guerrier et un moine, capable de combattre sans haine et d'agir par la seule force de l'esprit? C'est ainsi que naquit ce que les archives appellent Project Jedi. Le nom faisait sourire au Pentagone, mais ceux qui y participèrent le prirent très au sérieux. Le colonel Jim Shannon, vétéran du Vietnam, fut l'un des principaux initiateurs. Il rédigea un document étrange où se mêlaient tactiques militaires, yoga, télépathie, jeûne spirituel et exercices de conscience sensorielle. Les recrues choisies pour le programme passaient par un entraînement hors du commun. Elles apprenaient à ralentir volontairement leur rythme cardiaque, à percevoir les émotions d'autrui et à anticiper les mouvements de leurs adversaires. Certaines séances consistaient à tenter d'influencer le comportement d'animaux, à prédire l'apparition d'objets ou à se concentrer jusqu'à atteindre un état de perception totale. Un des rapports déclassifiés, rédigé en 1983, mentionne des réponses psychophysiologiques anormales observées chez certains participants, suggérant que des états de conscience modifiés pouvaient effectivement produire des effets mesurables. D'autres documents évoquent des exercices de télépathie entre soldats, ou des expériences de vision intuitive en conditions de combat simulées. Les résultats restèrent inégaux. Certaines recrues affirmaient ressentir une clarté mentale intense, une sorte de vision de champ élargi, capable d'anticiper un danger. D'autres n'y voyaient qu'une forme de méditation militaire. Pourtant, dans plusieurs rapports internes, des officiers décrivent des intuitions exactes en situation d'urgence, comme si la perception se libérait des contraintes du temps. Quand le projet fut abandonné, faute de validation scientifique, il laissa derrière lui un héritage étonnant, des manuels illustrés, des enregistrements de méditation militaire, et une idée obsédante, celle que la puissance ne vient pas toujours de la technologie, mais parfois du silence intérieur. En 2020, quand le monde s'est arrêté, peu de gens imaginaient que les décisions prises dans les coulisses allaient marquer l'histoire. Au cœur de la tempête, des scientifiques, des responsables de santé publique et des politiciens échangeaient des milliers de messages internes, des courriels confidentiels et des notes de réunion désormais rendues publiques. Ces documents, étudiés par le Select Subcommittee on the Coronavirus Pandemic du Congrès américain, allaient révéler une histoire complexe faite de peur, d'ambition et de silence. Le comité a passé 2 ans à rassembler des preuves. Il a obtenu des témoignages sous serment, des échanges privés entre de hauts responsables et des scientifiques de renom. Dans ces correspondances, certaines figures influentes du domaine de la santé publique exprimaient d'abord des soupçons sur une possible fuite de laboratoire. Mais quelques jours plus tard, ces mêmes personnes signaient des articles rejetant cette hypothèse et soutenant l'origine naturelle du virus. Ces revirements rapides ont intrigué les enquêteurs, surtout après la découverte de messages mentionnant des réunions à huis clos avec des représentants gouvernementaux. Le rapport final, long de plus de 500 pages, évoque ce qu'il appelle une « corruption de la confiance publique ». Il décrit un réseau de décisions où la politique aurait parfois pris le pas sur la transparence scientifique. Des documents internes montrent des efforts pour contrôler la communication sur l'origine du virus et pour éviter que certaines hypothèses soient perçues comme crédibles. Le comité a également examiné la manière dont les fonds publics avaient été alloués à des laboratoires étrangers pour des recherches sensibles, notamment sur la manipulation de virus pour étudier leur comportement. Ce qui rend cette affaire particulièrement troublante, c'est la façon dont des institutions respectées ont semblé se protéger mutuellement. Le rapport cite des courriels où des responsables reconnaissent en privé des incertitudes sur les données, tout en affirmant publiquement qu'il n'y avait aucun doute. Il raconte aussi comment certains experts, initialement critiques, ont été marginalisés, parfois ridiculisés,
pour avoir posé des questions sur l'origine du virus. Quand le rapport a été rendu public, il a provoqué un mélange de colère et de soulagement. Colère, parce qu'il montrait que la confiance entre les citoyens et leurs institutions avait été fragilisée. Soulagement, parce qu'il ouvrait enfin les archives d'une période où la vérité semblait constamment en mouvement. Le document conclut qu'il n'existe pas de preuve définitive d'une manipulation volontaire, mais que de nombreux signaux d'alerte ont été ignorés, et que la gestion de la communication autour du virus a parfois relevé de la stratégie politique plutôt que de la science. Aujourd'hui encore, certains passages du rapport restent classés, mais ce qui en est sorti suffit à peindre une image inquiétante. Celle d'un monde scientifique et politique pris dans une course contre le chaos, prêt à contrôler la narration pour éviter la panique. Une histoire qui montre que la vérité, dans les moments de crise, n'est pas toujours la première victime du silence, mais souvent celle du calcul. En 1947, tout commence avec un fracas médiatique. Un fermier du Nouveau-Mexique découvre des débris étranges près de Roswell. L'armée récupère le matériel et diffuse d'abord un communiqué parlant d'une soucoupe volante, avant de se rétracter quelques heures plus tard en parlant d'un ballon météorologique. Cet épisode marque la naissance de la fascination moderne pour les ovnis aux États-Unis. Peu après, l'armée de l'air crée une série de programmes pour enquêter sur ces phénomènes aériens. Le premier s'appelle Project Sign en 1948, suivi de Project Grudge, puis de Project Blue Book en 1952. Ce dernier devient l'enquête officielle sur les objets volants non identifiés pendant plus de 17 ans. Basé à la Wright-Patterson Air Force Base dans l'Ohio, le Blue Book collecte plus de 12 000 rapports d'observation. Des pilotes civils, des militaires, des astronomes et même des policiers envoient leurs témoignages. Certains parlent de lumière se déplaçant à une vitesse impossible, d'autres d'objets silencieux suspendus dans le ciel. Les enquêteurs analysent les témoignages, les photos et les radars. La plupart des cas reçoivent une explication, avion, météore, planète ou illusion d'optique. Mais environ 700 cas restent non identifiés malgré les investigations. L'un des épisodes les plus célèbres se déroule en 1964, à Socorro, au Nouveau-Mexique. Un policier du nom de Lonnie Zamora poursuit une voiture en excès de vitesse lorsqu'il entend un grondement et voit une flamme bleue derrière une colline. En s'approchant, il découvre un objet ovoïde posé sur le sol et deux petites silhouettes près de lui. L'engin décolle silencieusement et disparaît à grande vitesse. L'affaire intrigue les enquêteurs, car des traces brûlées et des marques au sol sont retrouvées. Malgré les analyses, aucune explication satisfaisante n'est trouvée. Le dossier reste inexpliqué. Vers la fin des années 1960, le scepticisme grandit. L'Université du Colorado publie le rapport Condon en 1968, concluant qu'il n'y a aucune preuve de menace pour la sécurité nationale ni de visite extraterrestre. En 1969, le Project Blue Book est officiellement fermé. L'armée annonce qu'elle ne poursuivra plus d'enquêtes sur les ovnis. Pourtant, ces archives n'ont pas disparu. En 2015, les National Archives déclassifient l'intégralité des dossiers. Des milliers de pages, de photos et de rapports sont désormais accessibles au public. On y découvre le ton méthodique des enquêteurs, la prudence du gouvernement et aussi l'étrange persistance de certains cas sans explication. Ainsi, le Project Blue Book incarne la tension entre la curiosité scientifique et le mystère que les humains projettent vers le ciel. Même après sa fermeture, les questions demeurent. Que contenaient ces 700 cas non identifiés et pourquoi certains témoins, des pilotes entraînés, ont-ils décrit des objets défiant la physique connue? Les Paradise Papers. Beaucoup de gens les ignorent, mais ces documents révèlent en réalité l'implication de presque toutes les personnes les plus puissantes et les plus riches du monde dans des affaires extrêmement douteuses. Si vous ne vous êtes pas encore plongé dans ces fuites, sachez que les révélations sont choquantes. Derrière des noms qui sont souvent perçus comme des symboles de réussite et de pouvoir, se cache un réseau complexe de pratiques allant du blanchiment d'argent à des liens avec des groupes terroristes, en passant par des trafics d'êtres humains, y compris d'enfants. Et ces faits ne sont pas relégués à de simples accusations sans fondement. Non, les Paradise Papers apportent des preuves tangibles,
des documents et des transactions détaillées montrant comment ces individus et entreprises ont mis en place des mécanismes pour dissimuler leurs richesses et leurs activités illégales dans des paradis fiscaux. Ce qui est particulièrement choquant, c'est l'étendue des noms impliqués. Des personnalités politiques, des célébrités et même des entreprises qui paraissent irréprochables en apparence ont des liens étroits avec des pratiques criminelles de grande envergure. Si vous avez suivi des débats politiques ou même des élections, vous avez sûrement entendu parler de certaines figures publiques qui s'autoproclament défenseurs de la justice sociale ou de l'égalité. Et pourtant, les Paradise Papers mettent en lumière le fait que ces mêmes personnes investissent leur fortune dans des structures offshore qui servent à contourner les lois fiscales de leur propre pays et à permettre à des activités criminelles de prospérer sous le couvert de l'égalité. Cela soulève d'énormes questions sur la manière dont les élites mondiales manipulent le système à leur avantage. La corruption, la fraude fiscale et les liens avec des groupes terroristes ne sont pas des anomalies isolées. Elles font partie d'un système bien huilé où l'argent et le pouvoir sont utilisés pour protéger leurs intérêts au détriment du reste de la société. Ce qui est encore plus inquiétant, c'est la normalisation de ces pratiques. Les Paradise Papers montrent que ce genre de comportement, au lieu d'être l'exception, est devenu la règle pour une minorité extrêmement influente. Ces révélations ne font que confirmer ce que beaucoup soupçonnaient déjà, l'inégalité n'est pas seulement une question de revenus ou de richesse. Elle est aussi une question de pouvoir. Un pouvoir qui permet à ceux qui sont déjà au sommet de continuer à manipuler les règles et les lois pour leur propre profit, sans qu'il y ait de véritables conséquences. Si vous n'avez pas encore pris le temps de vous pencher sur ces fuites, il est peut-être grand temps de le faire. Les implications sont vastes et pourraient bien bouleverser votre vision de l'économie mondiale et de la politique. Mais plus que tout, elles montrent que la vérité est bien plus sombre et complexe que ce que l'on nous laisse croire. Au début des années 1980, la CIA recevait de plus en plus de rapports venus de l'étranger faisant état de recherches soviétiques sur les capacités extrasensorielles. Des documents interceptés mentionnaient des laboratoires où des médiums prétendaient pouvoir détecter des bases militaires, influencer le comportement d'agents ennemis ou même lire des documents à distance. Craignant un retard dans cette course psychique, l'agence lança une série d'études regroupées sous le nom d'Investigating the Paranormal. Les premiers essais eurent lieu dans un bâtiment discret de Fort Meade, dans le Maryland. Des militaires et des civils formés à la méditation et à la visualisation furent recrutés. On leur montrait parfois une simple coordonnée géographique, ou un mot codé, puis on leur demandait de décrire ce qu'ils voyaient. Ces séances furent enregistrées, et les transcriptions montrent des descriptions parfois frappantes de précision. Un participant décrivit une grande structure ronde entourée d'eau, qui se révéla plus tard correspondre à un silo de missiles soviétiques au bord d'un lac. Les chercheurs nommèrent cette technique remote viewing, la vision à distance. Les rapports déclassifiés indiquent que plusieurs agents, après des mois d'entraînement, obtenaient des résultats supérieurs au hasard. D'autres échouaient complètement. La CIA fit alors appel à des physiciens du Stanford Research Institute, qui confirmèrent que certains sujets semblaient produire des corrélations significatives, bien que le mécanisme restât incompréhensible. En parallèle, l'armée tenta d'utiliser ses capacités pour des missions réelles. On demanda à un voyant de localiser un avion disparu en Afrique. Selon le rapport, sa description correspondait partiellement à l'endroit où l'épave fut ensuite découverte. Ces succès relatifs encouragèrent de nouveaux financements. Le programme fut renommé à plusieurs reprises, passant de Gondola Wish à Grill Flamme, puis à Sunstreak, avant de devenir le fameux Project Stargate. Malgré l'enthousiasme initial, les années 1990 virent le scepticisme reprendre le dessus. Une évaluation interne conclut que les résultats n'étaient pas exploitables pour le renseignement opérationnel. Le projet fut discrètement fermé, mais ses archives restèrent classifiées pendant près de 20 ans. Lorsque la CIA publia ses documents en 2017, le public découvrit des pages remplies de dessins, de descriptions poétiques et de comptes rendus étrangement sincères. On y trouve des phrases comme « J'ai vu une lumière bleue tourner lentement sur une masse rocheuse, peut-être une structure métallique, peut-être un souvenir. » Ces mots, écrits par des agents entraînés, témoignent d'une époque où même les institutions les plus rationnelles du monde semblaient prêtes à explorer les limites invisibles de la perception humaine.
L'expérience Gateway. C'est une histoire complètement démentielle. Un document déclassifié datant de 1983 révèle que la CIA aurait travaillé sur un programme fondé sur la résonance harmonique, une technique censée permettre à l'esprit humain d'accéder à d'autres plans de réalité, au-delà du monde matériel. Selon ces dossiers, les chercheurs cherchaient à comprendre comment la conscience pouvait quitter le corps, se projeter ailleurs et interagir avec des dimensions invisibles. Ce qui semblait d'abord être une expérience purement théorique a vite pris une tournure bien plus inquiétante. Le document explique comment les agents de la CIA, formés à ces méthodes, auraient utilisé la projection astrale pour des opérations que la science officielle refuserait encore de considérer comme possibles. Ils auraient tenté de créer des champs de force mentaux pour protéger des installations militaires, d'explorer des événements futurs, et même de dialoguer avec une entité qu'ils appelaient l'Absolu. Cette entité, d'après leur description, ne serait pas un dieu au sens religieux, mais plutôt la somme totale de tout ce qui existe, l'univers entier concentré en un seul point d'énergie et de conscience, où le temps et l'espace n'ont plus aucune signification. C'est ce qu'ils appelaient le moment d'unité, celui où tout converge avant que l'univers ne s'étende à nouveau dans une nouvelle forme de réalité. Le plus déroutant, c'est la précision des rapports. Certains témoignages racontent que les participants ressentaient une déconnexion totale de leur corps, comme si leurs sens s'effaçaient avant que leur esprit ne se retrouve plongé dans un espace infini, sans lumière ni gravité. D'autres décrivaient des paysages abstraits faits d'ondes et de vibrations, où chaque pensée créait une forme tangible. Il est dit que certaines de ces expériences avaient provoqué des effets physiques mesurables, des variations dans les champs électromagnétiques, des changements de température, et parfois même des interférences avec les appareils électroniques. L'idée que l'esprit humain puisse agir sur la matière à travers la résonance harmonique remettait en question tout ce que la science connaissait de la réalité. Les chercheurs de la CIA voyaient dans cette découverte une arme potentielle, mais aussi une porte vers la compréhension ultime de l'existence. Certains documents évoquent que, vers la fin du programme, plusieurs agents auraient refusé de continuer, convaincus d'avoir entrevu quelque chose qu'ils n'étaient pas censés voir. D'autres, au contraire, auraient tenté de repousser encore les limites, persuadés qu'ils pouvaient atteindre directement la conscience de l'absolu et accéder à une forme d'immortalité. Ce qui rend cette histoire si troublante, c'est qu'elle se situe à la frontière entre le mysticisme et la science. Rien n'est affirmé avec certitude, mais tout semble minutieusement observé et noté. Le rapport Gateway n'est pas une simple curiosité d'archives, c'est une plongée dans les tentatives les plus étranges jamais menées par des institutions officielles pour comprendre le pouvoir caché de la conscience. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.